Bienvenue. On va parler Kubernetes, on va parler opérateur. Alors, je vous préviens tout de suite, à l'origine, c'est une université de 3 heures. Donc, je l'ai mise en 45 minutes. Donc, on va garder tout l'essentiel. Je ne vais juste pas faire de live coding parce que comme ça, je vais pouvoir zoomer vraiment sur les parties techniques que je trouve hyper intéressantes. Donc, merci à vous, de nouveau, si vous êtes là ce matin, et aussi pour les nouveaux. Puis toujours merci aux orgas. Je vais encore vous prendre à contribution, mais les questions ont un peu changé. Qui utilise Kubernetes pour de la prod? De la vraie prod. Ouais, avec des utilisateurs, une vraie appli, bien entendu. OK. D'accord. C'est marrant, il y en a un peu moins que d'habitude. D'habitude, on se rend compte que Kubernetes est devenu de plus en plus legacy, entre guillemets. Mais en tout cas, on dit de plus en plus. Qui a déjà utilisé un opérateur Kubernetes? Qui en a déjà développé un? Merde. Alors que je ne dise pas de bêtises alors. Qui est dev? Hop. Deux. Voilà. Ça occupe les journées. Alors, est-ce que j'ai des opérateurs Go? Des développeurs Go, pardon. Non? Débutants? Helm? Vous en faites? Ouais. Java? Peut-être que les emojis vous orientent. OK, cool. VB? Bon. Spoiler alerte, on risque de voir les 3 premiers. Alors, je dis pas langage, je dis techno parce que. Non, pour l'instant, non, pas aujourd'hui. Je dis techno parce que pour moi, elle n'est pas un langage, mais ça, c'est un grand débat. Donc, je suis toujours Stéphane Philippard depuis ce matin, toujours DevRel à OVH Cloud. Ce matin, je ne l'ai pas dit, je suis co-créateur d'un super meet-up Tourangeau dans le centre de la France, à Tours, Tadix. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et nous envoyer vos talks, on vous accueillera avec plaisir. Donc, je vous l'ai dit, moi je suis développeur, donc je vais vous expliquer ça avec mes mots. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, je vais utiliser un langage qui n'est peut-être pas le langage le plus utilisé par les ops et les experts Kubernetes. Hein. Je reste un dev qui fait du cube. Moi, une fois, on m'a dit, ouais, sur Kubernetes, il existe des opérateurs. Je dis, wow, opérateurs, qu'est-ce que c'est ça? Premier réflexe, je me dis, tiens, c'est un ops ou une ops, avec plein d'écrans partout qui intervient. Puis après, on a commencé un peu à m'expliquer ce que c'était, à quoi ça servait. Et là, j'ai plutôt vu ça. En fait, un truc qui va me faire gagner du temps, qui va m'automatiser des choses. Et il y a un truc que j'aime pas faire, moi, quand je fais du cube, c'est faire plein d'actions manuelles et notamment du YAML. Alors, je le dis tout de suite, je suis en train de vous dire qu'on ne va pas faire de YAML quand on va faire des opérateurs, mais on va quand même se réduire vraiment notre manipulation de YAML. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Et du coup, avant de vous montrer comment on code un opérateur, on va juste partir sur les bases de ce que c'est qu'un opérateur pour vraiment qu'on parle le même langage. Alors, j'ai fait mon feignant, j'ai pris la doc Kubernetes. J'écris des docs, moi, donc du coup, je lis aussi les docs des autres. En fait, c'est quoi, hein? L'objectif, c'est de faire ce que fait un humain en termes de gestion d'une application, l'installer, la supprimer, intervenir quand elle ne va pas bien, et aussi d'automatiser des choses qui sont rébarbatives à faire. En fait, c'est notre boulot de développeur et de développeuse tous les jours. Hein. Si on développe des choses, en général, c'est pour éviter que les gens fassent des choses à la main. Ben, un opérateur, ça va être ça, mais dans le monde Kubernetes. Et notamment, c'est basé sur une chose que vous devez connaître si vous faites du Kubernetes, et sinon, je vais vous l'expliquer, ce sont les API. En fait, les API, c'est vraiment tout ce qui va vous permettre d'utiliser Kubernetes. Le gros avantage, c'est que vous pouvez en ajouter à celles qui existent. Vous connaissez peut-être les deployments qui vous permettent de créer un pod, de déployer un pod, les services, d'y accéder, etc., etc. Et en fait, l'API, là où elle est sympa, c'est que ça vous évite surtout de faire une pull request dans le core de Kubernetes, dans le code vraiment central, en Go, pour dire « Ah, je voudrais rajouter un truc ». Donc, ça permet de le faire sans faire ça, et c'est plutôt bien. Et c'est basé sur une notion on va la voir 50 fois, cette notion-là, là, pendant les 45 prochaines minutes, la Custom Resource Definition. Du coup, une Custom Resource Definition et sa petite copine, la Custom Resource, c'est quoi? Alors, première analogie avec le développement, moi, j'appelle ça une classe, une sorte de schéma. En tout cas, c'est ce qui va vous décrire une ressource dans Kubernetes. Dans mon exemple ici, j'ai une Custom Resource Definition qui dit, en gros, j'ai une propriété qui s'appelle name et elle est de type string. Et en fait, je vais pouvoir créer une Custom Resource, une sorte d'instance de cette classe, si je prends l'analogie Java, qui va me dire, l'attribut name, il vaut Steph. Voilà. Custom Resource Definition, je définis une ressource dans Kubernetes, la CR, en gros, je l'utilise, je l'instancie, prenez le mot que vous voulez, mais c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, on va le manipuler quasiment tout le temps dans les 45 prochaines minutes. L'autre chose hyper importante quand on fait un opérateur, c'est la boucle de réconciliation. Alors ça vient d'un pattern, le pattern contrôleur dans Kubernetes. Là encore, prenons la doc, c'est le mieux. C'est quoi? C'est de dire Kubernetes, vous lui dites que votre ressource est dans un état, et en fait, Kube
son objectif, ça va être toujours que votre ressource soit toujours dans l'état dans lequel vous l'avez déclarée. Je reprends un petit exemple sur les deployments. Quand vous dites: «Je déploie une application, je déploie un pod et je veux 2 instances», si vous en, supprimez une, la première chose que vous voyez, c'est il va essayer de recréer cette instance. Alors en fait, c'est ça le pattern controller, c'est de dire: «Tu m'as dit qu'il fallait que je sois dans un état, je vais tout faire pour que j'y sois tout le temps». Et donc en fait, bah, ça va être l'élément central de notre opérateur. Du coup, si je résume un opérateur d'un point de vue théorique, on le voit ici, j'ai API, ma custom resource definition, ma CR et mon contrôleur. Tout ça, en fait, le contrôleur va être à l'écoute ou non d'événements extérieurs ou internes. J'y reviendrai. Un opérateur n'est pas fait que pour gérer des choses en Kubernetes. Et ça va, du coup, manipuler des ressources, pareil, internes ou externes, comme les événements. En règle générale, si vous faites un opérateur, il est conseillé de qu'il ne gère qu'une seule application. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire un opérateur qui gère plein d'applications. Le seul truc, c'est que c'est comme vos applications de dev, hein. Plus vous allez faire un gros monolithe, plus ça va être compliqué de le maintenir, etc. En général, dans les bonnes pratiques, on ne fait qu'une seule. Et je le répète, son objectif, ça va être de maintenir l'état de ce que vous avez déclaré dans votre custom ressource. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête parce que ça va être vraiment la base de votre opérateur. On a différents types d'opérateurs. Ce que j'ai mis en vert, en gros, c'est ce qu'on peut qualifier des opérateurs de premier niveau. Donc, c'est installation, suppression, mise à jour. Là-dessus, assez simple. En bleu, ça va être différentes fonctionnalités que votre opérateur pourra avoir ou pas selon le niveau de détail que vous voudrez avoir. Sauvegarde restauration, à froid ou à chaud, donc plus ou moins complexe. Tout ce qui est observabilité, et pourquoi pas rajouter aussi de la scalabilité en fonction de l'observabilité. Vous savez que sur Cube, en général, la scalabilité automatique, elle se fait plutôt sur le CPU. Vous pouvez avoir envie que ça se fasse sur d'autres métriques. Et l'autoconfiguration. Alors l'autoconfiguration, l'idée, c'est de dire votre opérateur, il s'est rendu compte qu'en fait, votre application, au hasard Java, demande un peu plus de RAM que ce que vous aviez prévu, comme c'est étonnant en Java. Du coup, bah, la prochaine fois que vous allez installer l'application ou la mettre à jour, tout de suite, il va partir avec la bonne taille de heap parce que de toute façon, il sait qu'en dessous, ça a posé des problèmes. Voilà le style d'autoconfiguration qu'il peut faire, qui sera stocké certainement dans un confinement. Alors une dernière chose, au final, un opérateur, ça va être une appli qui tourne dans un pod sur Kubernetes. Et une fois qu'on s'est dit ça, moi, pourquoi j'ai jamais codé d'opérateur avant? C'est parce que je me disais: «Ouais, faire du Go», moi j'aime pas le Go, je trouve ça c'est pas le langage qui me plaît et du coup, j'en faisais pas. Mais au final, du coup, comme c'est un pod, bah, il peut être développé avec, ce que je veux. Le seul truc, c'est qu'il faut utiliser soit les API, soit un client. Il y a, par exemple, un framework, un SDK opérateur basé sur Bash. Bah, libre à vous, il y a même Python qui existe, imaginez. Donc mais sur Bash, vous pouvez le faire. Moi, j'utilise plutôt des frameworks et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est 3 façons différentes. On va le voir avec 3 frameworks différents. Alors le but, comme tous les frameworks, si vous faites du dev, hein, c'est de se simplifier la vie. Heu, c'est de se concentrer sur ce que j'appelle le code métier. Je vous ai parlé de la bout de réconciliation, de la gestion des CR, et cetera. L'idée là, c'est de vous allez vous concentrer, je ne sais pas, si vous faites un opérateur dont son objectif, c'est par exemple de s'assurer que votre base de données est disponible, bah, vous allez vous assurer que de ça et pas de toute la mécanique qui est autour. Le plus connu, si vous avez déjà développé ou si vous êtes déjà intéressé au monde des opérateurs sur Kubernetes, c'est l'opérateur SDK. Ça fait pas mal de temps qu'il est là. Vous retrouvez les niveaux qu'il y a là, c'est le niveau 1 et 2, c'était ce qui était bleu tout à l'heure, vert tout à l'heure, pardon, et les autres, le 3, 4, 5, c'était ce qui était vert en termes de fonctionnalité. Et donc, on a 3 technologies, puisqu'on a Helm qui fait en gros installation, suppression, mise à jour. On le verra aujourd'hui. Ansible qui fait tout, on ne verra pas aujourd'hui car je ne connais pas Ansible. Et Go, on le verra aujourd'hui, qu'on peut aussi faire pas mal de choses en Go. Donc c'est pas fonctionnalité, c'est basé sur KubeBuilder. Si vous ne connaissez pas KubeBuilder, c'est un truc qui est super sympa. Vous mettez des métadatas sous forme de commentaires dans votre code et il va vous générer plein de trucs, que ce soit des API, l'API directement parfois, ou moi ce qui va m'intéresser surtout la partie sécurité, on le verra. Ça vous bootstrap votre projet. Vous vous doutez, il faut quand même avoir 2-3 trucs et donc du coup, bah, le SDK vous permet de créer un peu l'arborescence et les fichiers types. Ça vous facilite tout ce qui est génération de la CRD et des autres ressources, on le verra, et surtout du contrôleur, parce que ça c'est quand même important. Ça vous gère la bout de réconciliation, hein, puisque c'est quand même une des bases de notre opérateur. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir l'exécuter en local. Donc je le répète, l'opérateur va s'exécuter sur un cluster Kubernetes. Donc ça, il vous faudra quand même un cluster kube, même si c'est pour gérer une application qui est en dehors. Bah, quand vous êtes en mode dev, l'idéal, c'est de pouvoir le faire pas dans un cluster. Et ben donc, opérateur SDK vous permet de le lancer en local. Alors, je mets des buggers possibles. Vous notez que ce n'est pas sur la partie Helm. Point d'arrêt en Helm, c'est pas génial. Mais en tout cas, en Go, ça marche plutôt bien.
Ça va permettre de le packager parce que l'idée, ça va être à un moment donné de fermer le laptop et puis de le déployer sur un cluster cube, donc il va falloir le packager. Et puis, si vous connaissez OLM, Operator Lifecycle Manager, une sorte de hub, de Docker Hub, mais pour les opérateurs, ça vous facilite le packaging et la mise à disposition sur OLM de votre opérateur. Si vous utilisez OpenShift, c'est nativement inclus dans OpenShift, c'est la partie où quand vous choisissez quel type d'application vous voulez déployer, en fait, ça, c'est de l'OLM derrière. Et je vous l'ai dit, moi, je suis un développeur Java. Du coup, je me suis dit, c'est con, c'est bête, pardon, il y a plein de trucs, et en Java. Et ben, en Java, en fait, il existe Java Operator SDK. Donc, c'est un SDK qui a maintenant, alors je dis chaque fois, il est jeune, mais en fait, il a 4-5 ans, et c'est derrière fortement poussé par Red Hat, mais c'est communautaire, c'est open source, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est basé sur Fabric 8. Si vous ne connaissez pas Fabric 8, que vous faites du Java et que vous manipulez du Cube et Docker, jetez-vous sur Fabric 8. C'est peut-être pour moi la meilleure lib qui existe pour dialoguer avec Kubernetes et bidouiller des images en Java. C'est vraiment, vraiment génial. Ça va vous créer votre projet, comme l'autre. Vous générez la CRD, vous faire le contrôleur, bien sûr avec des annotations. Hein. Moi, j'ai commencé Java il y a 20 ans, j'ai JDK 1.1. Il n'y a pas d'annotation. Maintenant, on fait tout par annotation. Ça nous a notre bout de réconciliation. On s'exécute aussi en local avec un débugger. Donc là, on a vraiment l'expérience développeur qui est au top. Je ne vous l'ai pas dit sur la création du projet, c'est essentiellement pour le mode Quarkus, c'est même que pour le mode Quarkus, mais par contre, ils ont fait un Spring Initializer, donc vous pouvez l'utiliser dans vos applis Spring Boot, il n'y a aucun souci, ou en Java pur, Vanilla, hein, si vous avez envie, la librairie Core, elle est utilisable comme ça. Et puis, bien sûr, ça va nous le packager de manière assez simple. Dans notre cas, on utilisera Jib, si vous ne connaissez pas, c'est une lib Maven qui permet de fabriquer des images sans Dockerfile. Passons aux exemples. C'était voilà, un peu la théorie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir un Hello World. Rien de mieux qu'un Hello World pour découvrir une techno. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre projet à chaque fois sur 3 technos différentes. On va créer la CRD. On va déployer notre application Quarkus Hello World. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est un peu le même style d'application. Hein. J'expose un endpoint / hello et puis ça me met Hello World quand je l'appelle. On va l'exécuter en mode local et puis on va le packager, le déployer dans Kubernetes pour voir un peu comment ça se passe dans Kubernetes. Alors, commençons par Helm. Donc, je vous l'ai dit, pour moi, Helm, c'est plus techno qu'un langage, mais en tout cas, si on fait du Helm, il faut d'abord faire un chart Helm. Je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé Helm, mais en gros, Helm, c'est une sorte de package manager, mais aussi de descripteur de déploiement pour Kubernetes, où vous dites ce que vous voulez. Donc là, dans mon cas, j'ai créé un deployment.yaml pour déployer mon application Quarkus, et j'ai une partie dynamique qui est la version de l'image. Le use case est très simple, mais voilà, c'est pour ajouter du dynamisme. Quand on déploie une application, je vous l'ai dit, il faut aussi pouvoir y accéder. Donc, du coup, j'ai un service. Alors, je suis en type NodePort. Si vous ne connaissez pas, c'est que ça me permet d'éviter de déclarer un ingress. C'est à ne pas faire chez vous parce qu'en fait, du coup, j'accède directement à l'IP de mon node Kubernetes. Donc, on a vu mieux en termes de charge et en termes de répartition. Mais pour des raisons diverses et variées, je suis en NodePort. Et du coup, pareil, j'ai mis en dynamique la partie port, là encore, pour pouvoir voir dans l'exemple quand on change les choses. Donc, ça, c'est mon chart Helm. Derrière, quand on fait un chart Helm, on a par défaut, on peut valoriser nos variables. C'est dans le values.yaml, image version 1.0.0 et le port 30080. Donc ça, c'est un chart Helm classique, tel que vous avez peut-être déjà malheureusement beaucoup trop dans votre legacy. Moi, j'en ai beaucoup mangé pendant quelques années. Et du coup, je leur dirai après, mais là où ça va être intéressant d'utiliser la partie opérateur, c'est que avant de tout jeter et de faire du Go, de l'Ansible, du Java, du Python, enfin bref, de vraiment tout développer, bah, ça veut dire que vos charts actuels, vous pouvez les transformer en opérateurs. Alors, c'est un petit step, mais au moins, ça vous met le pied dans les opérateurs et la logique de comment ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est d'installer le SDK. Bon, moi, j'ai installé avec Brew. Et du coup, d'initialiser le projet. Il va me créer un opérateur en Go. Bah, c'est normal, c'est les équipes derrière qui font du Go et du Cube qui l'ont créé. Donc, du coup, je lui passe mon plugin Helm et je lui passe ici le chart que je vous montrais juste avant, qui a été packagé. Dans mon cas, je l'ai mis sur mon GitHub parce que ça suffit largement. Et du coup, il va pouvoir créer tout mon opérateur à partir du chart Helm que j'ai déclaré juste avant. Et du coup, ça vous crée une belle arborescence. Alors, ça vous crée un Dockerfile. On y reviendra pour plus tard. C'est pour le déployer votre opérateur sur Kubernetes. Comme ça, je n'ai pas à le gérer. Un Makefile.
Il y a 20 ans, les Makefile, c'était à la mode. J'ai l'impression que c'est encore plus à la mode maintenant. C'est rigolo. Là, pour le coup, il va vous éviter de vous taper des lignes de commande parce que c'est écrit derrière Customize, etc. Donc, c'est pas mal qu'il nous ait mis un Makefile. Ça nous crée le YAML de la CRD. Donc, déjà, moi, un premier truc que j'aime, c'est que je suis développeur. Je vais pas avoir beaucoup de YAML à faire. Ma CRD, elle va être créée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le manager, en fait, ça va être ce qui va encapsuler votre opérateur. Parce que là, je fais du Helm. Vous doutez que Helm, ça va pas s'exécuter tout seul. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui me lance. Donc, ça va être le manager qui va me faire ça. Les airbags, alors moi, s'il y a deux trucs que j'aime pas dans Cube, c'est le YAML, mais c'est la sécurité. Et en fait, le SDK, ce qui est sympa, c'est que dans les airbags, il nous gère toute la sécurité nécessaire à votre opérateur. J'y reviendrai tout à l'heure, il y a des petites subtilités, mais c'est quand même sympa. Et un truc d'exemple. Comme ça, vous pouvez tester. Donc là, c'est la CR en correspondance à la CRD qui est créée avant. Et puis, il vous met dans le répertoire mchart, le chart M qu'il a récupéré et des IP. Bon, voilà. Donc, pour ma CRD qu'il a créée, donc il m'a créé, hop là, cascade. Donc, le kind, c'est le nom que je lui ai donné. Vous voyez que tout en haut, ça marche? Ouais, c'est une custom resource définition. Et donc, du coup, il ne s'est pas trop embêté dans la CRD. Donc, le spec et le status. Alors, le spec, si vous ne connaissez pas les CRD, en gros, c'est là où on va retrouver les attributs, les variables, appelez-les comme vous voulez, que je peux positionner. Et le status, ça va être plutôt pour stocker dans quel état, alors, soit est mon opérateur, soit est l'application que mon opérateur va opérer. Dans tous les cas, il ne s'embête pas à la création, il met object, comme ça, il met ce qu'ils veulent dedans, et notamment, ça lui évite en fait de devoir recopier les values que je vous ai montré avec les attributs. Il va pouvoir tout mettre dedans. Derrière, comment ça se passe? Pour l'installer sur mon Kubernetes, ce que j'aime bien, moi, c'est que make install. Donc là encore, pas de kubectl, apply, -f, etc. Make install, et derrière, automatiquement, ma CRD, elle est créée sur mon cluster kube. Donc là encore, je le répète, mais moi, je suis dev, en fait, et je voulais vraiment une expérience assez sympa. Et vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup manipulé de cube ou de choses comme ça. Je suis vraiment resté dans mon écosystème développeur. Du coup, je peux le lancer en local. Qu'est-ce qui se passe quand je le lance en local? Donc, je fais make run. En fait, derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré un binaire que eux, ils ont construit, qui est écrit en Go pour le coup. Helm opérateur, il appelle run. D'ailleurs, ça lance en fait un dev en Go. Alors, la version, elle est un peu vieille. Hein. Maintenant, on est à plus de 20. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lance un contrôleur. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et derrière, il y a du code Go. Le code Go, il lance un contrôleur écrit en Go et il va maintenant écouter les événements et s'assurer que tout se passe bien en utilisant votre YAML et en appelant en gros du Helm derrière. Du coup, si on veut déployer une application, je prends ma custom resource, puisque je vous l'ai dit, un opérateur, en fait, ça comprend des custom ressources pour pouvoir échanger avec eux. Donc, de type toujours Quarkus Helm Chart, et je lui donne mon image version et mon port. En fait, je lui donne ce que mon chart Helm attend. C'est les mêmes noms, c'est plutôt simple. Et du coup, c'est ce qu'il y avait dans le values. Et après, pour l'utiliser, cette custom ressource qui est là, je l'applique. Je le mets dans un petit namespace, histoire que je ne me fasse pas embêter. Et automatiquement, ça lance ça crée mon deployment en fait derrière. Donc, ça me lance un pod, ça me crée le service et ça me le crée avec le bon port. Là, en fait, l'équivalent d'un Helm upgrade ou Helm install, pardon, et le chart. Et bien sûr, toujours tester avec un curl. Alors, vous allez me dire, là, en gros, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai rajouté du gras sur du Helm déjà pour ça, je le fais très bien en Helm. Il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est que je vous l'ai dit, l'opérateur, son objectif, ça va être de maintenir l'état dans lequel vous avez déclaré vos ressources. Et moi, dans mon chart Helm, je lui ai dit, tu as un deployment et tu as un service. Si vous supprimez un service dans Kubernetes, il supprime le service, mais il ne le recrée pas. Ce n'est pas comme un deployment, il n'y a pas là-dessus le bout de reconciliation. Mais comme là, je suis dans un opérateur qui est basé sur du Helm, certes, mais où je lui ai dit, j'ai deux ressources, dès que je vais supprimer mon service, en fait, il va le recréer. Vous voyez, là, je l'ai supprimé, et dans la foulée, en fait, il me l'a recréé. Donc, c'est une première petite plus-value que vous avez avec votre charte Helm actuelle, c'est que tout ce que vous allez déclarer dedans, l'opérateur va toujours s'assurer que c'est toujours là et toujours vrai. Ce n'est pas waouh, mais ça vous permet quand même d'avoir une petite plus-value sur ce que vous aviez déjà côté Helm. Après, l'étape d'après, c'est de packager et de déployer. Là encore, le SDK va vraiment nous guider. On a un petit mec qui fait le Docker build, Docker push. Bien sûr, avant, vous avez fait un Docker login ou pour pouvoir vous identifier sur votre registry. Le deploy, il va déployer l'opérateur. Donc ça, cette fois ici, c'est mon opérateur, ce n'est pas mon application. Et derrière, je peux rejouer la démo de tout à l'heure. J'applique ma CR. Il me crée de nouveau le pod et le service. De nouveau,
c'est accessible. Bien sûr, si je supprime la CR, là, il ne va pas recréer les choses, hein, enfin, il n'a même pas une boucle infinie. Il sait que je supprime ma custom ressource, du coup, mon opérateur reçoit un événement de j'ai supprimé ma custom ressource, donc supprime ce que tu étais en train de gérer. Et c'est ce qu'il fait, il supprime du coup tous les pods de mon application Quarkus. Derrière, je peux enlever l'opérateur de Kubernetes en appelant undeploy. Voilà pour la partie Helm. Je regarde juste. C'est encore une fois, Helm, c'était simple, mais si vous avez des charts Helm chez vous, c'est vraiment la première étape pour pouvoir avoir des opérateurs. Donc, je me dis, ça peut être toujours sympa de savoir comment ça se passe. En Go, alors vous allez voir qu'en Go et même après en Java, on va reconnaître un peu le même enchaînement parce qu'on a des choses similaires. Donc, c'est toujours le même opérateur SDK. Cette fois, j'appelle init, mais je n'ai pas besoin de m'embêter à lui donner un plugin puisque par défaut, il fait du Go. Et on retrouve une arborescence au final qui ressemble beaucoup. On a un Dockerfile. On a le Makefile, je ne vais pas souligner. On se retrouve encore avec le manager, les airbags, et puis toute la tambouille Go. Alors, je ne suis vraiment pas un dev Go, donc je n'irai pas dans le détail de Go, mais voilà, tout ce qu'il faut pour faire du Go. Derrière, la petite subtilité qu'il y a par rapport à Helm, c'est que Helm, en fait, vous n'avez pas créé vraiment votre CRD, votre API. Enfin, il a défini ça par rapport à ce qu'il voulait. Il a mis des objets dedans. Là, vous allez créer votre API, donc la CRD qui va aller avec. Donc là, la petite CLI nous aide. On fait un create API et on lui donne le kind et de dire ressources. Ressources, il va nous créer ici un fichier Go avec des types. On verra dedans, en fait, c'est ce qui va nous définir la partie spec et la partie struct. La CRD, le YAML de notre CRD, et un sample. Et puis, je lui dis, génère-moi le contrôleur, et il nous génère un squelette vide de contrôleur en Go. On va le voir juste après. Et donc là, du coup, forcément, je passe dans le monde du dev, donc je vais devoir coder des choses. Donc, ce que je vous ai dit, le fichier Quarkus opérateur type Go, en fait, il a deux choses. Il a la partie spec, donc l'endroit où je vais avoir mes variables. Par défaut, il nous met un truc fou de type string, okay, et la partie status qui par défaut est vide. Et ça derrière, du coup, ça me génère mon fichier YAML CRD, donc ça c'est l'entête, c'est une custom ressource définition et le kind Quarkus operator. Et derrière, attention, animation, le spec ici correspond à la section spec et du coup, il va me mettre tout ce qui est déclaré ici. Et si vous faites attention, il me met même les commentaires ici. Là, le fou en commentaire, il me le remet ici. Donc ça, c'est cool. Encore une fois, j'ai généré du YAML que j'aime pas générer. C'est un truc Kubernetes avec les indentations, avec les fichiers, les métadatas et tout ça. Moi, j'ai fait du Go, ça m'a généré mes fichiers, donc ça, je suis plutôt heureux. Derrière, le contrôleur, il vous génère un squelette vide comme ça. Alors là, c'est la partie KubeBuilder dont je vous parlais. Ça, c'est la définition des airbags. Donc, par défaut, il me met certains droits, certains services accounts, etc. pour mon opérateur. Et ici, la méthode reconcile. La méthode reconcile, en fait, elle va être appelée à chaque fois que vous avez une création, modification, suppression de votre CR. Ou si jamais vous vous abonnez à des événements externes, elle va être appelée à chaque fois. C'est vraiment votre contrôleur ici. Je crois que j'étais même un peu en avance sur voilà. Et puis derrière, pour le lancer, il vous bootstrap tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer. C'est notamment ici, dans cette méthode-là, vous allez pouvoir vous abonner en fait à d'autres éléments côté cube. Un petit sample, alors qui est vide pour l'instant, mais ça, il vous le génère aussi. Donc vous avez toujours de la CRD et puis un spec à vide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va coder notre opérateur pour qu'il fasse ce que faisait l'opérateur en Helm. Donc, je mets à jour ma structure. Donc, dans ce cas-là, j'y mets toujours pareil, ma version d'image et mon port. Je fais make manifest, comme tout à l'heure. Et du coup, ça va mettre à jour mon YAML de ma CRD. Donc ici, ça m'a rajouté mon image version, ça m'a rajouté mon port, ça m'a mis les commentaires, ça m'a mis les types. Et si je fais un make install, ça va me déployer ma CRD. Et on voit ici que du coup, ma CRD, dans mon Kubernetes, elle est bien à jour avec ce que j'ai voulu positionner, moi, comme attribut. Et là, en fait, on va maintenant faire la partie vraiment gestion de l'application. Alors, dans mon algorithmique, je vous montre d'abord comment on crée le deployment et le service. Vous vous souvenez, on avait ça en format YAML avec Helm. Là, j'aurais pu créer des fichiers et les loader. Mais ce que je voulais, c'était retomber sur quelque chose d'assez dynamique, où en tant que développeur, je pourrais faire du if, vraiment le construire comme je veux. Donc, j'ai vraiment utilisé cette approche-là. Donc là, je passe la custom resource, ce que je lui passerai après en kubectl apply. Je vais créer un deployment et dans mon cas, je récupère l'image version qui sera dans ma custom resource. On pourrait imaginer ici que je fasse
plein de codes différents. Le service fonctionne exactement pareil avec la récupération du port. Du coup, le reconciler, le cœur de mon opérateur. Alors, je gère d'abord la suppression. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est plus simple d'aller vérifier ça si j'ai un finalizer. Un finalizer, au sens Kubernetes, si vous faites, comme vous avez levé la main pour Java, c'est un try-catch finally. En fait, c'est la partie finally de ma suppression. C'est de dire à Kubernetes, tu vas supprimer quelque chose, mais comme je te pose un finalizer, tu vas d'abord t'arrêter, faire ce que je t'ai dit dans le finalizer, et après, tu vas supprimer la ressource. Donc, c'est exactement ce que je vais faire là. Donc là, je récupère ma custom ressource. Bien sûr, si elle est renseignée, enfin si elle n'est pas renseignée, je fais une erreur en disant j'ai rien à faire en gros. Si elle est renseignée, enfin si elle est créée, je regarde si j'ai un finalizer. Si j'en ai pas, j'en rajoute un, j'ai juste à le rajouter. Et après, pour savoir si elle est flaguée à être supprimée ou pas, j'ai un champ qui est get deletion timestamp. S'il est renseigné, ça veut dire que je viens de faire un delete sur cette custom ressource. Et donc, du coup, je vais passer dans mon finalizer. Alors, la première chose à faire, c'est de le retirer. Parce que si je ne le retire pas, en fait, il va toujours être flagué comme arrête-toi dessus. Et en fait, il reste en stock, il reste bloqué. Et vous allez devoir aller supprimer vos custom ressources en les patchant à la main. Ça m'est arrivé, c'est pas super rigolo. Je le mets à jour en l'ayant supprimé et derrière, je récupère mon deployment ici, que je vous ai montré tout à l'heure, créé par la fonction. Je le supprime et je vais faire exactement la même chose avec le service. Je récupère le service et je le supprime. Donc là, j'ai fait la partie suppression dans le cas où j'ai déjà quelque chose de déployé. La partie création ou mise à jour, elle est beaucoup plus simple. J'appelle la fonction de création d'un deployment, ici. Et derrière, j'appelle la fonction de create et je fais pareil avec le service. Et donc là, du coup, je vais avoir créé un deployment et un service dans mon Kubernetes. Le fait de créer ces ressources-là vont faire qu'après, Kubernetes va déployer mon application. Donc, pour jouer avec, je prends ma custom ressource qui est de type de ma custom ressource définition. Cette fois, je lui mets une image version, je lui mets un port. Et de nouveau, je vais proroger toute la démo que je vous ai montré avec Helm. Ça va être exactement pareil. D'abord, je lance en local. J'applique ma custom ressource, il me crée mon pod, mon service sur le bon port. Là, mon application est accessible. Je supprime ma custom ressource. De nouveau, j'ai plus rien. Donc là, on est vraiment comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que de donner 2 fichiers YAML, j'ai fait du code, alors qui paraît plus grand, mais par contre, vous êtes dev, vous savez ce que c'est que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez dedans. Là où en YAML, alors vous allez me dire, oui, mais en Helm, on peut faire des fonctions, machin. Alors, si vous avez déjà codé des fonctions en Helm, clairement, vous n'avez pas envie de le faire. Et si vous ne l'avez pas fait, ne le faites pas. Petite subtilité quand vous allez devoir le déployer. Par défaut, Go, Java fait la même chose. Il s'exécute avec les droits de votre client kubectl. 9 fois sur 10, vous êtes cluster admin, donc ça marche bien. En fait, quand vous allez déployer votre pod, ce pod-là, si vous vous souvenez, l'opérateur, il prend une application, il la déploie dans un namespace qui n'est pas le sien. Et en fait, sauf qu'il est en portée de namespace, mon opérateur. Et donc, Kubernetes, il dit, mais tu es gentil, tu ne vas pas écrire. Donc, il faut l'autoriser à ça. Alors, moi, j'ai fait un truc, c'est à pas faire chez vous, c'est que j'ai pris deployment service et je lui ai dit, tu peux tout faire dessus sur tous les namespaces. On va éviter, mais voilà, pour la démo. Mais ça veut juste dire que pensez à ça, votre opérateur, entre le moment où vous allez l'exécuter en local, le moment où vous allez le déployer sur Kube, il va falloir vous rapprocher d'experts, de gens qui savent administrer votre Kube, qui vous parlent Airback pour positionner toute votre sécurité dessus. Parce que sinon, soit il ne va pas faire ce que vous voulez, soit il va faire trop de choses. Là, typiquement, moi, il pourrait supprimer tout ce qui est dans Kube System. C'est pas super classe, quoi. Je régénère mes manifestes et là après, bon, je ne vais pas vous la refaire une autre fois. Je construis mon image, je déploie mon opérateur, j'applique ma custom ressource, ça redéploie mon application qui fonctionne toujours et je supprime. Et en fait, derrière, j'enlève mon opérateur. Donc ça, c'était la partie Go. Ça, c'est pour vous. Alors, je crois que pas beaucoup ont levé la main sur du Go, mais voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt sympa. Moi, je vous le dis, alors peut-être que l'image a un indice, mais moi, je préfère vraiment Java. Du coup, en tant que développeur Java, j'ai regardé et j'ai été très agréablement surpris. Qui connaît Quarkus? Qui fait du Quarkus en production? Si vous connaissez un peu ou si vous ne connaissez pas, le mantra de Quarkus, c'est Supersonic Subatomic Java. C'est faire du Java sur stéroïde, comme je disais ce matin. Si vous le couplez à GraalVM, c'est vraiment super pour faire du cloud natif. Et si vous êtes développeur Java, ça vous permet de faire que plus personne se moque de vous sur le temps de démarrage d'une application Java. Donc c'est cool. Allez voir, et sinon, puis on en discute après. Donc, alors là, vous allez voir qu'on va retrouver des choses, mais c'est un tout petit peu différent, parce qu'on est sorti du opérateur SDK. Là, c'est vraiment un autre SDK fait par une autre communauté. Le seul truc, c'est que par contre, on utilise quand même la CLI opérateur SDK. Pourquoi? Parce que la CLI, elle permet de bootstrapper en standard
Go, Helm, Ansible. Mais comme ils sont sympas, ils ont fait un principe d'extension où n'importe qui peut écrire une extension en Go qui va lui permettre de bootstrapper son propre projet dans un autre langage. C'est ce qu'ont fait les gens d'opérateurs, du Java Operator SDK. Je crois que ceux qui l'ont écrit en Python l'ont aussi fait, etc. Donc, du coup, il y a juste à dire moins plugin. Là, c'est Quarkus et du coup, ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on a ces deux petits, quand même, l'utilisation de ce SDK-là. Ça crée une arbre derrière le domaine. Alors, le petite astuce, c'est que le domaine en Kubernetes fonctionne à l'envers des groupes ID en Java. Donc, si comme moi, vous êtes un peu psychorigide et que vous voulez que ça commence par fr et pas par l'inverse, il faut l'inverser dans votre logique. C'est pour ça que c'est wilda.fr et pas fr.wilda. Juste une petite astuce. Ça vous crée un POM XML et un application.forties. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, j'ai mis à false la création de l'image. C'est juste pour pas avoir à la créer en mode dev. Ça ne me sert à rien parce que je l'ai utilisé en local. Et le truc qui est sympa, c'est ici le CRD apply à true. Vous allez voir, ça va me permettre de modifier en fait mes objets, mes classes, ma CRD, et de rien faire côté Kubernetes. Ça va s'appliquer tout seul. Ça lance du coup le opérateur SDK et il me dit pour l'instant j'ai rien, donc voilà, à moi de le coder. Et là, du coup, je vais réutiliser la CLI de l'opérateur SDK en faisant create API comme tout à l'heure. Et ça me crée bon, je donne un petit nom, ça me crée une arborescence, ça me crée 4 fichiers. Et derrière, je peux passer en mode Quarkus Dev. Alors, le mode Quarkus Dev, si vous ne le connaissez pas, c'est à l'époque du hot replacement Java du hotspot, mais qui fonctionne vraiment, quoi. C'est pas qui ne fonctionne pas quand tu changes un truc. Là, si vous n'avez jamais joué avec, Quarkus Dev, vous changez, il vous relance les trucs et tout ça, c'est tout transparent, c'est vraiment sympa. Et du coup, comme j'étais à true sur l'auto-apply, il m'a créé ma CRD, j'ai rien eu à faire. OK, super, allez, dans Kubernetes, je peux continuer. Il est sympa, si j'ai envie quand même de me faire mal avec du YAML, il me crée le YAML dans le target, et je retrouve ici vraiment, c'est une custom resource définition, son petit nom. Pour l'instant, je suis un object, je n'ai pas indiqué plus de choses, donc voilà. Donc justement, les 4 classes qu'il m'a générées. Donc ça, c'est la CRD, en fait. Donc on retrouve mon package, on retrouve Fabric 8, je vous l'ai dit, c'est massivement utilisé. Ici, j'ai deux annotations, ça correspondait au groupe, à la version et à mon groupe que je peux positionner. Le nom de ma CRD, derrière, ça étant custom resource, dedans, je me donne l'équivalent de mon spec, c'est un POJO getter setter. C'est tout, pas d'annotation, pas d'extension. Pareil pour le status, getter setter. Et avec ça, en fait, ça me génère la CRD que je vous montrais juste avant. Voilà, encore, je trouve qu'en termes d'expérience développeur, je suis plutôt sympa. J'ai rien d'autre à mettre dans ma classe. La classe est toujours vide. Et je suis namespace puisque je reste dans mon namespace. Ça me génère aussi mon reconciler, parce qu'il faut bien le faire. Donc là, de nouveau, ça implémente une interface. Dedans, je lui passe la CRD que je vous ai montré juste avant. Ça m'injecte mon client Kubernetes Fabric 8 et la méthode reconcile avec en paramètre ma custom resource. Et à chaque fois, toujours pareil, comme en Go, elle va être appelée à chaque fois qu'il y aura une modif. Voilà, on est... Et ça, alors, le update control, c'est simplement si vous modifiez votre status, vous pouvez indiquer en fait à Kubernetes que vous avez modifié le status de votre CR. Dans mon cas, j'ai pas besoin. Donc, je vais remodifier ma spec pour pouvoir avoir mon use case comme tout à l'heure. Donc, j'ai mis la version, le node port. Là encore, ça me met à jour ma custom resource définition dans mon YAML. Et même enchaînement que tout à l'heure. Je vais d'abord créer un deployment et un service. Là encore, j'aurais pu charger un YAML. Ce qui est sympa en plus avec Fabric 8, c'est qu'il peut vraiment vous créer il vous désérialise l'objet YAML le fichier YAML en objet deployment. Mais là, j'ai préféré le faire en notation pointée. Donc, j'ai ma CR qui passe en paramètres. J'ai un objet deployment. Derrière, je peux construire dynamiquement mon image. Ça, la petite subtilité, le add owner, c'est ça, oui, owner ref, c'est l'équivalent du finalize côté Go. En fait, ça vous évite de coder justement la suppression en cascade. À partir du moment où j'ai un objet qui met une owner référence sur une custom resource, dans mon cas, le deployment, il référence la custom resource. Dès que je vais supprimer la custom resource, elle va demander la suppression de toutes ses fils et ses filles qui le pointent. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est mieux fait qu'en Go. Le service qui va fonctionner exactement de la même façon derrière en termes de construction avec aussi un owner référence. Maintenant, déploiement de mon application. C'est pas parce que je préfère Java, mais je trouve ça quand même plus clair qu'en Go. J'ai rajouté une interface cleaner, c'est pour gérer la suppression. Là encore, elle prend la partie CRD et ça vous crée, vous devez overrider la cleanup. Je récupère le namespace de ma custom resource.
Je crée mon déploiement, comme je vous ai montré tout à l'heure, et derrière, j'applique et je le crée dans Kubernetes. Je fais exactement pareil pour les services. Je crée mon service en notation pointée et je l'applique dans Kubernetes. Et à la fin, comme de toute façon la suppression par défaut avec le honor référence me va bien, je fais rien. Là, j'ai codé exactement la même chose que ce que je vous ai montré en Go ou en Helm. Et du coup, vous vous en doutez, je vais me retrouver avec un peu le même enchaînement pour faire mes tests. Donc ça, c'est ma custom ressource de test, avec ici mes différents objets. Je l'applique. De nouveau, ça me crée mon pod, ça me crée mon service, mon application est déployée, je la supprime. De nouveau, ça me supprime tout. Ici, on voit que je suis passé à chaque fois, au fur et à mesure, dans mon code. Donc là, j'étais en local. Il faut avoir dans un coin de la tête que depuis le début, je suis resté en Quarkus Dev. Donc, mon application tournait tout le temps en local sur ma machine. Là encore, je vais vouloir la packager. Du coup, là encore, il faut que je joue avec la sécurité. Alors, c'est peut-être le truc que je trouve moins sympa avec le Java Operator SDK. J'aimais bien, moi, les deux annotations dans le commentaire. Là, il faut créer un YAML, il faut le mettre dans src main Kubernetes, kubernetes.yml. Si vous mettez kubernetes.yaml, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont essayé et qui ont cherché pendant des heures pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et là encore, j'ai été très, très, très fin. J'ai pris secret service service deployment, verbe étoile, et puis aller vas-y, fais tout sur tout. Bon, faut pas le faire. Ça, en fait, il va le prendre et il va le copier dans un fichier, je vous montrerai tout à l'heure, un gros fichier kubernetes.yaml où il y a vraiment tout ce qu'il y a pour déployer l'opérateur. Donc, faut faire ça, c'est un peu moins sympa. J'aurais préféré une petite annotation pour le coup. Donc, pour déployer dans Kubernetes, là, du coup, je réactive ma fabrication d'images. Attention, depuis la dernière version, avant, Jib était par défaut embarqué. Là aussi, j'ai cherché, alors peut-être pas des heures, mais j'ai cherché de longues minutes. Pourquoi ça fonctionnait pas quand je mettais à trou? Maintenant, il ne s'active que s'il est explicitement descendu en dépendance dans votre pomme. Parce qu'en fait, ils ont trois façons de pouvoir générer une image et du coup, ils veulent pas en choisir une en termes de libre. Donc, le trou suffit pas. Mettez bien une dépendance sur Jib si vous voulez vous générer l'image, sinon vous n'aurez pas d'image. Ça, c'est mon tag côté Docker Hub. Le namespace ou non, l'image name, pardon, et le namespace où sera déployé l'opérateur. Voilà, le CRD apply est à false, mais on s'en fiche parce que je serai plus local, donc de toute façon, il ne sera plus utilisé. Et du coup, et ben là, on va repartir sur toute la dernière démo comme tout à l'heure quand il était déployé. La seule différence, c'est que pour fabriquer une image, je fais clean package, parce que je suis dans le monde Java et que du coup, avec le Jib, il va me la fabriquer. Il ne me reste plus qu'à la pusher. Alors, je pourrais, avec Quarkus, je peux automatiser le push. J'avoue que j'ai un peu du mal à faire juste une ligne de commande, je build, je machin et je push. J'aime bien choisir quand je push mon image côté Docker Hub. Je crée mon namespace et puis je rejoue. Cette démo, je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Là, je déploie mon opérateur. C'est le fichier dont je vous parlais, le target Kubernetes, kubernetes.yaml. C'est un gros fichier qui fait plusieurs centaines de lignes. Vous avez les services accounts de votre opérateur, vous avez le deployment de votre opérateur, le service de votre opérateur et votre propre airbag que vous aurez fait dans votre fichier kubernetes.yml à vous. Et du coup, je peux rejouer la démo. Il va me redéployer l'application, elle va être accessible. Je peux la supprimer. Là, du coup, pour la supprimer avec kubectl, -f, le gros fichier Kubernetes, il va tout me supprimer. Et derrière, je peux supprimer ma CRD. Pour conclure, il me reste normalement un petit peu de temps. Oui, c'était la fin de la démo. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que ça prend 2 heures quand je le fais moi-même, parce que du coup, il y a pas mal d'étapes. Mais vous pouvez aller voir. Alors, j'aurai tous les liens à la fin si j'ai pensé à le rendre public et pas comme ce matin, laisser privé. Vous avez toutes les démos ici. Il y a 2 démos en Java parce que celle-ci, la Java Operator Sample, elle est un peu plus aboutie. C'est qu'elle réagit à un événement extérieur, notamment dès que vous allez taguer en fait ce repository-là, ça va appeler l'opérateur qui va déployer l'application Quarkus, pour montrer un peu une sorte de GitOps, mais juste pour montrer comment ça échange avec les ressources et les événements extérieurs. Pour résumer, en Helm, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, le principal avantage de Helm, c'est que ça va vous permettre de réutiliser votre chart existant. C'est pas négligeable. Si vous avez investi du temps dessus, ce serait dommage de les jeter. Ça se limite à des opérateurs simples. Il y a 1 an, un peu plus, à la KubeCon, les équipes avaient annoncé qu'ils allaient sortir une version Helm, enfin de l'opérateur SDK pour Helm, où vous pouvez rajouter un petit contrôleur en Go. Ça n'a pas vu le jour. Pour le coup, j'ai été un peu discuté avec eux parce que je ne comprenais pas l'intérêt, l'avantage et comment ça allait se passer avec ce qu'eux ils lancent, qui est en local, pourquoi pas faire de Go. Je pense qu'ils ont dû avoir un peu des galères parce que du coup, c'est toujours pas sorti. Mais voilà, ça du coup, rester sur des opérateurs simples, mode local, sans le débugage et le pas à pas, bien sûr, puisqu'on est avec Helm. Et puis, c'est du Helm, donc il y a mieux. Go,
c'est le plus utilisé, enfin, on va pas se mentir, hein, c'est celui qui est à la base de quasiment tous les opérateurs. On peut tout faire, enfin, en tout cas, tout ce qu'ils ont prévu de faire et ils ont déjà prévu pas mal de choses. Bien sûr, là, on a le mode local, on a le mode débugage, on a le mode pas à pas, donc ça, c'est super cool. Si vous avez vu, ça vous génère pour vous, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de rester en mode dev et pas de devoir faire des fichiers de config partout. C'est du Go. Ça peut être aussi, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Go à titre personnel. Ça va, c'est du code qui est relativement compréhensible à écrire, donc ça peut être une bonne étape aussi pour se mettre à Go. Java, comme je disais, j'arrête pas de dire qu'il est jeune parce que pour moi, il est tout jeune, mais en fait, on vieillit tous et lui aussi, il en est à la V5. Alors, le fait qu'il utilise le plugin opérateur SDK pour s'initialiser, parfois il y a des petites désynchros, donc il vous génère en fait un POM XML avec peut-être des anciennes versions. Honnêtement, vous mettez les dernières, ça compile tout de suite. Il y a vraiment très peu de choses bloquantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier que quand vous bootstrapez votre opérateur, il est bien aux bonnes versions. On peut quasiment tout faire. J'ai discuté récemment, j'avais donné ça au Paris Jug à quelqu'un qui avait écrit un gros opérateur avec le Java opérateur SDK, qui me disait qu'il était quand même arrivé à des limites par rapport à celui écrit en Go. Donc, ils ont un peu de retard sur certaines choses, mais en tout cas, moi, je trouve quand même assez puissant. On retrouve le mode local, on retrouve tout ce qui est génération, et puis c'est à vous de voir, très ou trop orienté Quarkus, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup, donc du coup, je trouve ça cool de faire du Quarkus. C'est du Java, quand même, on va pas se mentir. La suite pour celui-ci, alors le OLM, c'est pas qu'il n'est pas prévu, c'est qu'il n'est pas super documenté et c'est un peu en périphérie parce que c'est une façon de mettre à disposition avec des fichiers de config pour l'opérateur Lifecycle Manager. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, des correctifs et des évolutions. Allez sur le Discord du site, il est sur le site de Java Operator SDK. C'est des gens qui sont adorables, qui répondent tout de suite. Enfin, franchement, c'est une petite commu qui est vraiment sympa si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Quelques exemples d'opérateurs. Alors, en Java, Keycloak, sachant que l'opérateur SDK, c'est fortement Red Hat derrière, on peut se douter que Keycloak, il l'a écrit en Java. Il y a aussi Flink, il y en a plein d'autres. En Go, alors j'en ai mis 2 au hasard, mais alors il y en a, c'est 80% des opérateurs qui sont écrits en Go. Et on a encore pas mal en Helm, alors qui sont plutôt en mode, je suis en train de les personnes sont en train de les migrer, mais par exemple, par GoCD, ils ont à l'heure actuelle deux opérateurs parce qu'ils n'ont pas fini de migrer en Go. Donc, ça veut pas dire, c'est pas totalement mort. Je vous l'ai dit, moi je travaille pour OVH Cloud, on est présent un peu partout dans le monde. Si vous voulez jouer avec les opérateurs chez nous, vous pouvez, avec la partie Public Cloud. On a du Kube Manager qui peut être utilisé comme vous le sentez. On a un load balancer et une registry basée sur Arbor. Créez un compte, vous avez un voucher de 200 €. Avec 200 €, vous pouvez largement jouer longtemps sur tout ce que je vous ai montré là. N'hésitez pas à me faire des petites PR, des petits issues, à m'envoyer un message. Je suis vraiment preneur sur tout le code que je vous ai montré. Merci à vous. Je suis dans les temps normalement. À droite, les feedbacks, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, parce que je donne d'habitude plus long, avec plus de manipulation de code. Donc, je suis preneur si ce format-là vous va aussi. Et puis, enfin, à gauche plutôt, et à droite, les sources. Et dans ce lien-là, s'il n'est pas en privé,